Il est 8h21 et c'est l'heure d'accueillir deux invités pour un débat économique dans cet entre-deux-tours de présidentielle. Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Oui, ce sont deux projets économiques que presque tout oppose et dont on va confronter quelques aspects. Bonjour Marc Ferracci. Bonjour. Professeur d'économie à Paris 2, Panthéon-Assas, conseiller économique d'Emmanuel Macron. Face à vous, bonjour Bernard Monod. Bonjour. Député européen, conseiller économique de Marine Le Pen. Est-ce que on peut dire, Bernard Monod, que votre projet repose très largement sur une sortie de l'Union et de l'euro ou des traités européens actuels ? Techniquement, oui. Politiquement, non, parce que c'est pas tout à fait ce que l'on veut. C'est-à-dire que nous voulons, lors de l'élection de Marine Le Pen, lancer un grand sommet européen pour aller renégocier les conditions d'appartenance à l'Union européenne, pour la réformer de l'intérieur. Donc c'est l'objectif politique, et bien entendu, nous verrons au terme de renégociation le résultat. Et c'est là que Marine Le Pen proposera un référendum pour ou non dans le maintien dans l'Union européenne. Pourquoi dites-vous techniquement oui? Parce que pour appliquer le protectionnisme, pour se délivrer, enfin ce que vous souhaitez en tout cas, des règles européennes actuelles, il faut forcément sortir des traités, c'est ça? Techniquement, oui. En quelque sorte, il faut sortir de la camisole de force que nous a imposée depuis Maastricht, puis Lisbonne. Pour retrouver notre indépendance nationale, il nous faut nous réarmer, donc avec nos fonctions régaliennes, que sont la monnaie, notre budget, notre système bancaire, nos frontières nationales, et puis renégocier certains d'autres points, comme la concurrence sur la concurrence déloyale, avec les directives travailleurs détachés, la contribution budgétaire à l'Union européenne, et puis bien d'autres sujets encore. Sur ces points, Marc Ferracci. Oui, je pense qu'il faut éviter d'avoir des pudeurs de gazelle. Il faut assumer ce qu'on veut faire et ce qu'on va faire. La sortie de l'euro, la sortie de l'Union européenne, c'est effectivement ce qui vous attend. Je parle aux auditeurs, si Marine Le Pen est élue. Pour une raison simple, c'est que le programme de Marine Le Pen prévoit des dépenses publiques totalement irraisonnées, totalement déraisonnables, qui, d'une manière ou d'une autre, nous obligeront à sortir de la zone euro et à sortir de l'Union européenne, tout simplement parce que nos partenaires ne les accepteront pas. Les dépenses publiques que prévoit le programme de Marine Le Pen, c'est, suivant les estimations, entre 120 et 180 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près 9 000 euros, si on les finance par l'impôt, pour chaque contribuable. Donc il faut quand même se rappeler un petit peu de ce qu'est le projet. Ensuite, une fois qu'on sort de l'euro, une fois qu'on sort des traités européens, il faut être conscient des conséquences. Quelles sont les conséquences de la sortie de l'euro? Très concrètement, c'est tout de suite une dévaluation. Quand on va revenir au franc, puisque c'est ça finalement la fin du chemin, quand on va revenir au franc et qu'on va adopter ce franc Le Pen, eh bien une dévaluation interviendra. Le programme de Marine Le Pen la chiffre cette dévaluation à environ 20%. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Quand on regarde ce qui s'est passé en Argentine au début des années 2000, eh bien, il y a eu de part une dévaluation de 28%, et au bout de quelques semaines, la monnaie était dévaluée de 75%. Ça veut dire que le pouvoir d'achat de l'épargne des Français va baisser dans des proportions qui sont totalement incertaines. Ensuite, ça veut dire que les produits importés vont être renchéris dans des proportions qui, elles, seront très significatives, et concrètement, ça alourdira la facture de chacun des citoyens français. On reparlera de l'emploi, parce qu'évidemment, il n'y a rien dans votre programme sur l'emploi, et vous misez tout sur cette sortie de l'euro. Mais à côté de cela, le programme est, pour le dire très crûment, d'un vide abyssal. Votre réponse, Bernard Monod. Écoutez, je ne sais pas qui est monsieur en face de moi, mais est-ce que vous avez prévu la crise en 2008 ? Parce que au Front National, 3 mois avant la crise de 2008, en septembre, nous l'avions annoncé, d'accord ? C'est le seul parti politique à l'avoir fait. Aujourd'hui, 9 ans après, on est toujours dans la même situation, et dans une situation même aggravée. Vous avez fait 2200 milliards d'euros de dette. Il y a 6 millions... Monsieur, mais vous, c'est qui vous ? Attendez, vous soutenez monsieur Macron. Monsieur Macron est soutenu à l'heure actuelle par l'UMP. Voilà. Donc, vous êtes en train de reformer... Vous êtes en train de reformer l'UMPS. Vous avez fait 6,5 millions de chômeurs. Vous avez des déficits. Vous voulez me laisser répondre quand même? Oui, je veux bien vous laisser répondre, mais je ne voudrais pas qu'on retombe dans la caricature des débats politiciens qui n'apportent rien et qu'on discute au fond des projets économiques. Si vous m'interrogez, laissez-moi répondre. Vous avez fait des déficits intérieurs et extérieurs. Et vous venez nous donner des leçons aujourd'hui de bonne gestion. Aujourd'hui, vous le savez peut-être pas, mais il y a un déficit de l'Union européenne. Depuis 25 ans, plus de 220 milliards d'euros de déficit de la balance du déficit de l'Union européenne. Voilà le résultat de votre politique ultralibérale, mondialiste. Alors, vous avez ouvert les frontières quels sont vos remèdes, à tous les vents. Nos remèdes, tout simplement, c'est une alternative avec un modèle de patriotisme économique, de protectionnisme intelligent, ce que fait d'ailleurs aujourd'hui le Royaume-Uni avec Madame Theresa May, ce que fait Monsieur Trump aussi en partie aux États-Unis, c'est-à-dire faire comme toutes les grandes puissances économiques, être réarmé avec notre monnaie, notre budget, notre système bancaire, nos frontières nationales, et surtout une volonté de
redresser le pays. Alors, premier point, est-ce que vous validez le montant des dépenses publiques que vient d'indiquer Marc Ferracci pour votre programme, il a indiqué celui de aucun Marine Le chiffre, Pen? donc il peut dire n'importe quoi. Nous allons faire des économies entre 80 et 90 milliards d'euros par an, en fin de quinquennat, et nous allons faire en face des dépenses dans l'intérêt général de l'économie nationale et de l'emploi. Nous avons 6,5 millions de chômeurs. Il est important de rétablir, grâce à un plan de réindustrialisation que vous ne pourrez pas faire parce que vous ne pourrez pas le financer, interdit par l'Union européenne. Eh bien, nous allons remettre 1,5 million de Français au travail avec un emploi justement rémunéré. Marc Ferracci, bien, En Marche. Il y a une démarche d'illusionnisme qui est proprement stupéfiante. Évidemment que les dépenses publiques sous Marine Le Pen vont exploser. Évidemment que des emplois seront détruits. Le protectionnisme intelligent dont vous parlez, c'est un protectionnisme qui va concrètement détruire des emplois. 4 millions d'emplois aujourd'hui en France, 4 millions, dépendent de nos exportations. Est-ce que vous pensez sérieusement, monsieur, que en relevant les tarifs douaniers, en introduisant, puisque ça fait partie de vos propositions, une taxe de 3% sur les exportations pour financer une prime sur les importations pour financer une prime qui existe déjà. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'il n'y aura pas de mesure de rétorsion de nos partenaires? Est-ce que vous pensez sérieusement que toutes les entreprises qui dépendent des exportations ne vont pas être pénalisées par cela? Aujourd'hui, 4 millions d'emplois dépendent de nos exportations et il est raisonnable de penser qu'entre 600 000 et 1 million d'emplois seraient proprement détruits par un système dans lequel les mesures de rétorsion s'appliqueraient. Donc, à un moment ou à un autre, quand vous parlez de créer des emplois, eh bien, il faut être un petit peu sérieux. Il faut prendre la mesure de ce que sont les conséquences de vos décisions. Et si vous allez un petit peu sur le terrain, je vous invite. Je ne fais que ça, monsieur. Je suis un élu. Je vous invite à aller. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être un élu pour aller sur le terrain. Bien sûr. Mais je vous invite à aller dans des entreprises dont 60-70% du chiffre d'affaires dépend des exportations. Et je vous invite à aller regarder les salariés dans les yeux et leur expliquer ce qui se passera si on applique votre programme. Et je vous garantis que vous serez reçus de manière un peu surprenante. Donc, à un moment ou à un autre, sur les dépenses publiques, sur ce que vous appelez le protectionnisme intelligent, il y a de l'illusion. Pensez que la France va établir un rapport de force avec la Chine. Pensez qu'elle va établir un rapport de force avec les États-Unis toute seule, mais c'est non pas une illusion, c'est simplement de la prestidigitation, monsieur. Or, ce n'est pas un lapin qui va sortir de votre chapeau de prestidigitateur, ce sont des millions de chômeurs. Et ça, il faut que les Français le sachent. Bernard Monod, sur le protectionnisme. Encore une fois, ce monsieur nous donne des leçons après le bilan catastrophique, notamment dont est responsable monsieur Macron, parce que monsieur Macron, il faut quand même savoir qu'il a bradé nombre d'entreprises françaises. C'est le responsable de la vente de Alstom. Il a permis à des entreprises de survivre. C'est le responsable, c'est ça. C'est le responsable de la vente de Technip. C'est le responsable de la vente de SFR, monsieur Drahi. Voilà le bilan. Plus 300 milliards de... Expliquez-vous, parce que c'est un argument souvent utilisé par le Front National que je comprends pas. Sur des entreprises privées, en quoi le gouvernement est responsable de ça? Et il a quand même, sinon le rôle d'un ministre de l'économie sert à rien. Le rôle d'un ministre de l'économie peut stopper des transactions. L'État a quand même un poids, j'imagine. Bon, donc il a un poids, il a des décisions. En tout cas, il a le pouvoir de stopper ça. Monsieur Macron a laissé et a vendu Alstom à l'étranger à General Electric, un géant de l'énergie américaine. Aujourd'hui, c'est des plans de licenciement derrière, c'est des démantèlements d'une filière énergétique française. C'est une entreprise stratégique française. Il l'a bradé, ça s'appelle une trahison, monsieur, selon nous. Même chose pour Technip, même chose pour SFR, même si c'est privé. Donc voilà le résultat. Plus 300 milliards d'euros de dettes publiques supplémentaires, plus 400 à 500 000 chômeurs supplémentaires. Voilà le bilan de monsieur Macron. Monsieur Macron étant le successeur de monsieur Hollande, parce que voter Macron, c'est voter le socialiste Hollande. Voilà le résultat. Donc vous venez nous donner des leçons, alors que vous nous parlez de riposte, mais la riposte, elle est déjà dans la balance commerciale. Nous avons près de 50 milliards de déficit de la balance commerciale. C'est structurel depuis l'entrée dans l'euro en 2002-2003. Voilà le triste bilan de gouvernement UMP et PS depuis 15 ans. Parce que nous sommes soumis à l'Union européenne et à la zone euro avec cet euro qui est destructeur. Marc Ferracci, puis ensuite on vous parlez de défendre notre industrie, vous parlez de défendre notre tissu industriel et nos PME. Est-ce que vous savez, vous et votre candidate, que 96% des exportateurs sont des PME? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez ce que les dégâts que feront les politiques de rétorsion de nos partenaires dans l'hypothèse d'une sortie des traités européens, dans l'hypothèse d'une sortie de l'Union européenne. Votre projet, c'est la France qui abdique. Vous allez fermer les frontières, vous allez fermer des usines. Vous évoquez le sujet d'Alstom, vous évoquez le sujet de Technip.
Très concrètement, l'alternative, quand on est en responsabilité et que des entreprises sont en difficulté, c'est souvent de permettre leur survie ou de les laisser mourir. Alors quand vous dites que effectivement on a bradé des entreprises, et ben moi je vous dis qu'on a en réalité sauvé des emplois, parce que dans une économie et dans le monde tel qu'il va, dans l'économie telle qu'elle va, eh bien des emplois sont détruits nécessairement. Dans votre programme, il n'y a rien pour accompagner les emplois qui sont détruits. Dans notre programme, c'est faux. Dans le nôtre, c'est faux. Dans le nôtre, ça s'appelle un mensonge. Dans le nôtre, on va investir 15 milliards d'euros dans la formation des chômeurs non qualifiés et des jeunes décrocheurs. Qu'est-ce qu'il y a en termes d'investissement dans les compétences? Qu'est-ce qu'il y a en termes d'investissement dans le capital humain dans le programme de Marine Le Pen? Aujourd'hui, le vrai enjeu de l'économie telle qu'elle va, si on regarde ça de manière lucide, eh bien, c'est d'accompagner les transitions. C'est pas de sauver des emplois qui ne pourront de toute façon pas être sauvés. Et c'est là que votre lucidité... Vous abdiquez face au mondialisme, c'est ça? Non, pas du tout. On défend les emplois là où ils peuvent l'être. On fait en sorte que le dialogue social, parce que c'est quelque chose qui est totalement absent de votre réflexion, en amont des restructurations, soit plus actif. Et c'est la raison pour laquelle on veut renforcer le dialogue social au niveau des entreprises, afin, sur les enjeux d'anticipation, sur les enjeux de formation professionnelle, que on puisse prévenir ce genre de restructuration et les destructions d'emplois qui vont avec. Ça, c'est quelque chose qui est lucide et qui s'adapte très concrètement au monde tel qu'il va. On veut également, comme je le disais, investir dans la formation professionnelle des chômeurs et des salariés. On veut finalement prendre la vague de toutes les mutations technologiques, numériques, environnementales qui viennent. Et de ce point de vue, votre projet est un projet... vous voulez beaucoup de choses. Vous voulez beaucoup Bernard Monod, vous répondrez tout à l'heure, dans quelques minutes. Non, je vous promets. Mais non, on a laissé la parole alternativement à l'un et à l'autre. Vous répondrez tout à l'heure, on laissera la parole aux auditeurs et puis on centrera aussi sur les propositions d'Emmanuel Macron, puisque vous les taxez d'ultralibéral ou vous l'accusez de vouloir saccager le code du travail. On reviendra là-dessus. On a parlé de votre projet en partie, Bernard Monod. Ce sera dans quelques minutes. Il est 8h33. Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jean. Bonjour. Retour d'abord sur l'affiche du second tour de la présidentielle. A-t-on pris la mesure de ce qui s'est passé dimanche soir ? 3 jours après, le questionnement se poursuit dans la presse ce matin. La une de la Charente Libre, FN, du choc de 2002 à l'indifférence de 2017. Une candidate normale s'interroge également aujourd'hui en France Le Parisien, qui rappelle les étapes de l'entreprise de dédiabolisation du Front National opérée par Marine Le Pen, avec 2 photos à l'appui. 22 avril 2002, des milliers de personnes défilent pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen. Hier, une poignée de sympathisants de gauche seulement, place d'Italie à Paris. Banalisation, relativisme, tout se vaudrait-il désormais? Pas pour tout le monde. Le quotidien L'Humanité, sur la même longueur d'onde que le numéro 1 du Parti communiste, appelle clairement à sa une au vote anti-Le Pen. Sans chèque en blanc à Macron, prend-il soin de préciser. Dans Le Parisien, l'essayiste Raphaël Glucksmann s'insurge contre, dit-il, l'absence de gravité qui prévaut alors que le FN est arrivé au second tour pour la 2e fois de son histoire. Comme si c'était devenu normal, regrette-t-il. Ce n'est pas le Front National qui a changé, mais nous qui avons changé face à lui. On est devenu sans conscience, amorphe et apathique. Il poursuit dans une interview accordée aux Inrecuptibles. Le Nini ignore le danger de l'extrême droite et le tragique de l'époque, dénonce-t-il. On peut avoir des désaccords extrêmement profonds avec la politique qu'Emmanuel Macron entend mener, mais il y a une certitude, on sera avec lui dans la capacité de les exprimer dans le cadre d'une société ouverte et démocratique. On ne peut pas dire la même chose de Marine Le Pen et d'attaquer nommément la position ambiguë, dit-il, de Jean-Luc Mélenchon. Il prend un grand risque à ne pas savoir hiérarchiser entre le libéralisme de Macron et le fascisme, dit-il, de Marine Le Pen. La posture du candidat de la France Insoumise, encore questionnée ce matin. Par les biais de ses sympathisants et militants, puisque ce sont sur eux que Jean-Luc Mélenchon se repose. Sur le site lesjours.fr, Aurore Gorius et Camille Polony donnent à voir et à entendre le chaos de conscience dans lequel ils sont tous plongés. Dans les blogs hébergés par Mediapart, vous pourrez lire les mêmes déchirements des uns et des autres. L'un clame « Voter Macron impossible, voter Le Pen impensable ». Il choisira donc l'abstention. Un autre, Olivier Tonneau, enseignant-chercheur, admet qu'il ira voter contre Marine Le Pen, mais pour autant,
Il récuse les injonctions de ceux qu'il appelle les pompiers pyromanes, ceux qui l'exhortent aujourd'hui à voter Macron. Qu'en dit-il? C'est le quinquennat de François Hollande qui a vu le FN s'enraciner. Un FN qui puise à deux sources, la haine de l'étranger bien sûr, mais aussi, dit-il, la haine qu'inspire votre modèle de société haï, celui de la finance et du libéralisme. Les deux finalistes sont eux repartis en campagne. Avec un petit peu de retard à l'allumage pour Emmanuel Macron, il s'en est défendu hier, affirmant que rien n'était gagné et montant au front contre son adversaire, mais pas de chance, un petit peu à contretemps en tout cas du cours qu'il a décidé hier de donner à sa campagne. La une de Paris Match qui arrive ce matin et qui célèbre le pari réussi du candidat. Reportage photo à la clé où l'on voit le clan Macron célébrer sans retenue la qualification pour le second tour. Et puis, Libération enfonce aussi le clou avec son interpellation en une, dont seuls les plus de 40 ans saisiront la référence. Manu, tu redescends. Manu, tu descends? Et pourquoi faire? Je sais pas, moi, descends. Et voilà un sketch des Inconnus qui date de 1990. Hier, même François Hollande a demandé à Emmanuel Macron de redescendre en lui expliquant pourquoi faire. Verbatim des conseils présidentiels à son ancien ministre sous la plume de Laure Breton dans Libération. Le score d'Emmanuel Macron est un mélange de vote d'adhésion et de vote utile, explique-t-il à ceux ou à celui qui n'aurait pas compris. Il est le candidat qui doit battre Marine Le Pen, mais il faut qu'il accepte que ses voix ne seront pas à lui, a confié François Hollande aux journalistes. Enfin, lui, candidat, glisse-t-il au passage, aurait refusé de participer au débat télévisé en présence de la candidate du FN. Elle a été banalisée en tout. Comment, dès lors, s'étonner qu'elle soit au deuxième tour? C'est le prix à payer de toutes ces acceptations, déplore-t-il. Dans les Échos, Cécile Cornudet souligne en tout état de cause, la difficulté de ces débats piégés, dit-elle, par la candidate Front National elle-même. Résumer le second tour par un référendum pour ou contre l'Europe? Surtout pas, quand on sait depuis 2005 comment se soldent ces référendums. Imposer l'idée d'un clivage entre patriotes et nationalistes, comme l'a fait le candidat dimanche soir? Pas très percutant. Patriote est une marque déposée par Marine Le Pen depuis longtemps. Bref, animer le débat de fond est compliqué pour Emmanuel Macron, conclut-elle, malgré tous les soutiens qui se bousculent en sa faveur. Et puis, un problème très concret posé par l'élimination des candidats socialistes et républicains. Cherche assesseur pour le second tour, dit le Parisien. En effet, le PS et LR étaient jusque-là les principaux pourvoyeurs de ces indispensables hommes et femmes qui tiennent les bureaux de vote. Eh bien, des maires d'Île-de-France s'alarment et lancent un appel aux bonnes volontés. Sachez qu'en dernier recours, les présidents des bureaux de vote peuvent réquisitionner les électeurs pour venir aider à tenir ces bureaux. Et on ne peut pas se dérober à son devoir, sauf si on ne sait ni lire ni écrire. On termine, Hélène, par un conseil d'évasion. Oui, allez admirer, si vous êtes parisien ou en visite à Paris, l'exposition consacrée par le Centre Pompidou à Walker Evans. Lisez au moins le très bel article que Luc Desbenois consacre au photographe américain dans Télérama. Cliché en noir et blanc des hommes et des femmes frappés par la Grande Dépression de 1929. Cliché aussi d'une catastrophe écologique sans précédent dans les plaines du Middle West. John Steinbeck écrira Les raisins de la colère. La talentueuse Dorothy Lange nous sensibilisera avec ses propres photos à la misère qui frappe alors les fermiers américains. Walker Evans, lui, ne produira pas d'image aussi sentimentale, nous explique Luc Desbenois, mais son détachement apparent n'est qu'une stratégie d'artiste pour mieux mettre en valeur ces familles de métayers. Ils n'apparaissent pas comme des êtres ballottés par le malheur, mais des personnes qui font face avec une dignité forçant le respect. Ils participent en toute liberté à la construction de l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes. Ils parlent avec les yeux, dira le photographe. Un siècle plus tard, ils continuent de défier le temps, tels des Rembrandt ou des Velázquez. Plongez-vous dans les yeux de l'Amérique avec Walker Evans à la une de Télérama cette semaine. Merci à vous, Hélène Jouan, pour la revue de presse sur Inter. Bonjour Nicole Ferroni. Oui, bonjour Monsieur Cohen. Vous serez là à 9h-5. Exactement. Et bon, voilà, c'est vrai que le fait de parler programme économique de Madame Le Pen et Monsieur Macron, oui, économie. S'il y avait quelqu'un à économiser, je crois que c'était moi ce matin. Ah bon? Voilà. Très bien. Écoutez, on vous entendra tout à l'heure à 9h-5. Dans une minute, retour de nos invités, Bernard Monod, Marc Ferracci, les deux projets économiques de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 16h, La récréation ? Et si on faisait une pause ? Vincent Josse. C'est un compositeur passionnant. Guillaume connaît son grande culture de la musique, grande ouverture d'esprit. Il écrit pour la clarinette, la flûte, les voix et chante aussi, quand vous lui demandez, du Claude François. Rencontre avec un compositeur d'aujourd'hui,
Guillaume Connaissant. La récréation. Tout à l'heure, à 16h, sur France Inter. Charolaise, Limousine, blonde d'Aquitaine, Aubrac, Salers. les viandes racées vous invitent à découvrir des plaisirs racés. Alors, monsieur Dubois, vous êtes boucher spécialisé dans la limousine. Tout à fait. D'abord parce que c'est une race de chez nous. Et puis là, on est sur des bêtes qui sont nourries au pâturage presque toute l'année. Au final, on a une viande d'exception, quoi. C'est-à-dire ? Un goût incomparable. C'est fondant, avec un grain très fin, des saveurs qui s'expriment. Vous êtes un défenseur du goût, en fait. C'est ça. Alors moi, c'est de la limousine, mais j'ai des collègues qui préfèrent la Salers ou l'Aubrac. Et d'autres qui sont plus sur de la blonde d'Aquitaine ou de la charolaise, voilà. Que des viandes racées, quoi. Et surtout, bien élevées. Bazadaise, Blanc-bleu, Rouge des Prés, Partenaise, Gasconne. les viandes racées, initiez-vous au plaisir racé. Il est 8h41. France Inter. Le 7-9. Intervenez. Au 01 45 24 7000, Jérôme nous appelle. Damien. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour à la France Inter. Merci. La question que j'aimerais poser à vos deux invités concerne la fiscalité des ménages, qui à titre personnel me semble un des sujets centraux de cette élection, à la fois parce que c'est un des revenus pour l'État et pour les collectivités locales, et puis c'est parce que notre pacte républicain s'appuie là-dessus. Et or, j'ai l'impression que chez Le Pen, il n'y a pas grand-chose. Et chez Macron, je suis très dubitatif sur une France où il y aurait 54% des ménages qui ne paieraient pas d'impôt sur le revenu. On en a hérité de Manuel Valls. Et 80% des ménages qui ne paieraient pas de taxes d'habitation. Merci Jérôme pour cette question. Fiscalité, qui veut commencer? Bernard Monod. Oui, évidemment, les propositions de M. Macron ne tiendront pas. Je ne vois pas comment il va pouvoir équilibrer son budget et ses finances publiques. Vous voulez pas nous dire avec la pression, vos propositions, notamment avec la pression de l'Union européenne. Je vous invite à lire le cadre budgétaire, c'est ça. Nous, ce que nous vous proposons, c'est une économie de 11 milliards environ d'impôts sur le revenu par an, aux 3 premières tranches de l'impôt sur les revenus. C'est-à-dire les 3 premières tranches, précisées pour la dernière tranche ne sera pas touchée, mais les 3 premières tranches bénéficieront d'une réduction d'impôt de 10% environ. Pardon, les 3 premières, ce sont les plus basses ou les plus élevées? Les plus basses, évidemment. Les plus basses, d'accord. Premières, voilà, donc 11 milliards d'euros par an. Donc c'est ce que nous réinjectons dans l'économie nationale pour relancer la demande, parce que dans le programme de M. Macron, il n'y a aucune relance de la demande, c'est une proposition sur l'offre. Et deuxièmement, nous faisons d'autres efforts sur le rehaussement, toujours pour soutenir la demande, le rehaussement des bas salaires, notamment avec une prime du pouvoir d'achat. Voilà, donc c'est une relance par la demande, et ça, l'Union européenne nous l'interdira. Si je peux permettre de compléter, vous augmentez le plafond du quotient familial, ce qui profite aux ménages les plus aisés, aux familles les plus riches, on est d'accord. Nous favorisons la politique familiale, effectivement. Et l'héritage aussi également, 100 000 euros pouvant être transmis à chaque enfant sans taxe. Absolument. Et aux petits-enfants, 50 000 euros par tranche de 5 ans. D'accord, donc il y a quand même un aspect d'allègement de la fiscalité pour, on va dire, soulager pour les ménages les plus riches. L'augmentation fiscale depuis M. Hollande. Marc Ferracci. Bien, on va rétablir quelques vérités, parce que quand j'entends monsieur dire qu'il n'y a pas d'action sur la demande dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est faux et archi faux. On agit sur le pouvoir d'achat, d'une part, en supprimant les cotisations salariales d'assurance chômage et de maladie, en relevant la prime d'activité pour les salaires les plus faibles, comme vous l'avez dit, en supprimant pour 80% des ménages la taxe d'habitation. Et ça se traduit, parce qu'il faut quand même avoir quelques éléments de comparaison chiffrés qui parlent aux gens. Ça se traduit par un gain mensuel pour un salarié au SMIC d'environ 130 euros. On a fait nos calculs. Les mesures que vous proposez se traduisent pour le même salarié au SMIC par un gain d'environ 20 euros. Et tout le monde pourra vérifier ces calculs. Ensuite, parlons des classes moyennes et pas simplement des classes populaires qui sont au SMIC. Ici, effectivement, nous avons les mêmes mesures qui s'appliquent et qui génèrent un gain d'environ 130 euros. Vous, de la même manière, vous allez de manière extrêmement marginale, baisser un petit peu l'impôt sur le revenu. Concrètement, ça signifie 11 milliards. Ça signifie, oui, mais à un moment, il faut que ça parle aux gens. Ça signifie que concrètement, pour un ménage qui gagne 5 000 euros brut, le gain mensuel de toutes vos mesures, quand on les met bout à bout, sans même parler des conséquences qu'auront l'inflation importée par vos produits en cas de sortie de l'Union européenne, mais ça, j'en parle même pas. Mais même à cadre constant, le gain en termes de pouvoir d'achat sera également d'environ 20 euros pour un ménage qui gagne environ 5 000 euros brut par mois. Donc, il faut arrêter de balancer des chiffres en milliards. Il faut parler de la vie des gens. Et la réalité, quand on fait des calculs et quand on les calibre de manière correcte, c'est que le candidat du pouvoir d'achat, c'est Emmanuel Macron. Le candidat qui agit sur l'offre, c'est vrai, agit sur la formation professionnelle, agit sur les qualifications
mais se préoccupe également de la demande et du soutien à la consommation, c'est Emmanuel Macron. Et ça, je suis obligé de vous dire que des organismes indépendants le pointent depuis déjà un certain temps et ont fait tous ces calculs. Ils sont faciles à obtenir sur Internet et j'invite tous les gens qui nous écoutent à opérer ce genre de vérification. Monsieur Macron, c'est Monsieur Hollande et il a fait 35 milliards de hausse de toute la fiscalité depuis 5 ans. Non, il était à ce moment-là conseiller économique à l'Élysée. C'était responsable de rien, Jean-Marc Ayrault. En politique, vous savez, ceux qui sont responsables, c'est ceux qui sont élus. Ça, c'est un principe. Peut-être que vous l'avez un petit peu oublié. Et quand tout à l'heure vous mettiez sur le dos, je suis élu, monsieur, c'est pas votre cas. Quand vous mettiez sur le dos de Monsieur Macron tous les problèmes de la France depuis à peu près 20 ans, parlons simplement de ce quinquennat-là, j'attire votre attention sur le fait que le déficit budgétaire, il ne ressort pas directement du ministre de l'économie. Je suis désolé de vous apprendre qu'il y a un ministre de l'économie et un ministre des Finances. De l'Europe de Bruxelles, de l'Union européenne, qui impose la feuille de route ultralibérale et mondialiste. C'est l'Europe de Bruxelles qui a creusé les déficits qui vont ressortir de votre programme. Soutenu par l'UMP et le PS. D'autres questions d'auditeurs au standard. Pierre qui nous appelle de Versailles. Bonjour Pierre. Oui, bonjour à tous. Oui, je voudrais savoir pourquoi les retraités sont les seuls à être exclus de l'amélioration du pouvoir d'achat dans le programme de M. Macron. Ils vont payer 1,7% de CSG en plus. Leur cotisation maladie, parce qu'il y a des retraités qui payent une cotisation maladie, il est bien précisé que c'est seulement les cotisations maladie salariales. Par exemple, moi j'ai fait mon calcul, mes prélèvements vont être augmentés de 9 ou 10%. Voilà. Merci Pierre. Marc Ferracci. Alors, vous parlez des retraités, monsieur. Une partie des retraités ne sont pas concernés par l'augmentation de la CSG. C'est en particulier le cas de 40% des retraités qui sont les plus pauvres, les plus en difficulté. Donc, effectivement, il y a une hausse de la CSG. Elle vient compenser la diminution des cotisations salariales parce que nous assumons que Emmanuel Macron soit le candidat du travail. Et on souhaite que le travail soit plus valorisé. Maintenant, les prélèvements qui vont peser sur les retraités, ils vont quand même diminuer. Ils vont diminuer de manière très significative au travers de la taxe d'habitation. Vous évoquez les 11 milliards d'euros que vous mettez dans l'économie. Eh bien justement, la taxe d'habitation qui va être supprimée pour 80% des ménages, eh bien ça représente à peu près cet ordre de grandeur. Donc effectivement, nous assumons d'avoir un programme qui soit redistributif du point de vue des retraités, c'est-à-dire que les retraités les moins riches ne seront pas pénalisés par les mesures que nous prenons. Les retraités qui sont un petit peu plus à l'aise, je ne sais pas si c'est votre cas, eh bien, auront à contribuer un petit peu plus, mais c'est quelque chose que nous assumons. Dans la proportion indiquée par l'auditeur ? Non, parce que je ne connais pas la situation de monsieur et je ne connais pas son patrimoine, je ne connais pas exactement sa situation. Mais en moyenne, l'augmentation des prélèvements, y compris pour les retraités les plus aisés, sera bien moindre que celle qu'évoque monsieur. Bernard Monod, Front National. Tout ça, c'est un baratin. Ce que prépare monsieur Macron, c'est une économie de 15 milliards sur l'assurance maladie, sur l'assurance chômage 10 milliards. 80% de la taxe d'habitation exonérée, c'est comment les communes et les régions vont pouvoir financer l'ensemble des infrastructures nationales. Ça va créer des fractures économiques et sociales dans tous les territoires. Quant à la hausse de 1,7% de la CSG, c'est effectivement les retraités, notamment les plus mal lotis, qui vont payer la facture. C'est faux. Voilà, c'est ça la réalité. Je viens de le dire. Arrêtez un petit peu de. Attendez, moi je vous dis l'inverse, monsieur. C'est pas. On exonère 40%. Quand on voit votre bilan, ne venez pas nous donner de leçons avec le bilan catastrophique que vous avez. Arrêtez avec le bilan. Projetez-vous un peu vers l'avenir. C'est important de parler d'avenir. Moi, ce que je veux dire justement sur les retraités, parce que c'est un sujet extrêmement important, c'est les gens qui ont de l'épargne dans leur banque, qui ont de l'épargne dans leur contrat d'assurance vie. Il ferait bien d'aller voir sur Internet ce qu'est l'union bancaire et la loi Sapin 2, notamment sur les contrats d'assurance vie. Alors parce qu'ils vont être euthanasiés à terme. On a une question là-dessus. Jean-François qui nous appelle de Seine-Maritime. Bonjour. Oui, bonjour France Inter. Nous vous écoutons. Petite question simple et basique. Imaginons j'ai 10 000 euros sur un compte épargne, livret A. Que deviennent ces 10 000 euros après l'élection de M. Macron ou de Le Pen ? Merci pour cette question simple et basique, comme vous avez dit Jean-François. Bernard Monod. Écoutez, nous simplement, nous allons sauver le capital et l'épargne de ces épargnants. Pourquoi ? Parce que est en place aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2016, ce qu'on appelle l'union bancaire. C'est une législation qui est totalitaire pour sauver le système bancaire et le système des compagnies d'assurance, et notamment l'euro-monnaie unique, qui est en train de préparer l'asphyxie et l'euthanasie des épargnants en France. Voyez ce qui se passe en Italie, voyez ce qui se passe en Allemagne sur la solidité des banques. Aujourd'hui, vous avez 4 ou 5 banques en Italie qui sont en situation de faillite. Comme nous sommes dans une zone euro qui est interconnectée,
français, bien évidemment, le système bancaire français sera touché. La contagion les touchera et c'est eux qui paieront la facture. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais Marc Ferracci. Ça s'appelle l'union bancaire. Voilà. J'invite les auditeurs à aller vérifier sur Internet. Marc Ferracci, En Marche. Vous dites, monsieur, que l'union bancaire, c'est ce que vous suggérez, parce que effectivement, c'est pas très compréhensible. Vous voudrez ponctionner le capital. C'est votre loi, monsieur. Le capital des épargnants. C'est un mensonge. L'union bancaire n'a rien changé à la garantie des dépôts. Je veux parler à l'auditeur qui s'est exprimé il y a quelques instants, qui a 10 000 euros sur son compte. La garantie des dépôts, elle est à 100 000 euros. Alors, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de gens. La garantie des dépôts reste à 100 000 euros. Et si vous connaissez des gens qui ont 100 000 euros sur leur compte courant, peut-être que vous avez des amis que ça concerne. Mais effectivement, en deçà de 100 000 euros, personne ne sera concerné et personne ne sera ponctionné. C'est un mensonge. L'union bancaire, c'est un système, et on va l'expliquer, faire un petit peu de pédagogie parce que je pense que c'est important, qui oblige à ce qu'en cas de faillite, ce soit les actionnaires et les détenteurs de la dette des banques qui payent. Ça signifie que concrètement, les épargnants seront préservés. Donc les banques sont en situation de faillite. Donc c'est ce que vous êtes en train d'avouer. Le contraire de ce que vous évoquez. L'union bancaire est un mécanisme qui vise précisément à protéger les épargnants. Non, à faire un hold-up sur leur épargne et sur leur dépôt bancaire. Il suffit à chacun de lire la réglementation. Elle oblige en particulier cette union bancaire à détenir beaucoup plus de capital, justement pour se prémunir contre les faillites. Alors, vous nous annoncez que des banques vont faire faillite. Je pense précisément que c'est un mécanisme, et il faut interroger les spécialistes du secteur bancaire sur ce sujet-là, qui a limité les risques de faillite et surtout les risques de contagion. Donc il faut arrêter de raconter des histoires aux gens, il faut arrêter d'essayer de faire peur. C'est totalement irresponsable. C'est totalement irresponsable. Moi, je suis membre de la Commission économique au Parlement européen. Je participe à toutes les discussions. Je me présente devant M. Draghi, devant M. Moscovici, devant toute l'élite européenne. Et aujourd'hui, je peux vous dire que tout le système bancaire européen est en situation d'état d'urgence. Je le dis aux Français, ils sont en situation de risque sur leur capital, leur épargne financière, y compris dans les contrats d'assurance vie français avec la loi Sapin 2. Quand on souhaite accéder aux responsabilités... Alors j'ai lu votre loi Sapin, c'est l'article 21. C'est en cas de risque systémique, il peut y avoir... Mais le risque systémique, il est à nos portes, monsieur Cohen. Bien sûr, c'est le catastrophisme. C'est cela. Il est grave et il est irresponsable. Et avec monsieur Macron, c'est la banqueroute assurée. Il est grave et il est irresponsable. Je pense qu'il faut garder votre sang-froid, garder votre calme. Je vous le dis, tout va bien se passer. Moi, je sais de quoi je parle. Tout va bien se passer, mais j'en suis sûr. Et je suis sûr que vous avez... Excusez-moi, il est irresponsable, quand on veut accéder aux responsabilités, de laisser à croire que des problèmes aussi graves vont se déclencher parce que ça crée des faillites. Alors pourquoi avez-vous créé l'union bancaire il y a un an pour justement sauver le système bancaire, prémunir et taper dans les dépôts et l'épargne des Français pour sauver le système? Expliquez-moi. Citez-moi quelqu'un dont on a tapé dans l'épargne. Si tout va très bien. Citez-moi quelqu'un à qui on a ponctionné l'épargne. Citez-moi quelqu'un, citez-moi un exemple. Répondez-moi à ma question. Pourquoi avez-vous mis en place un régime de totalitarisme financier si tout va très bien au niveau du système bancaire et des compagnies d'assurance? Expliquez-moi. Je dis aux Français, leur épargne est menacée par le risque systémique qui approche. C'est faux. Il n'y a pas de totalitarisme, il y a des mécanismes de précaution. Alors, une question encore d'un auditeur sur l'application France Inter. Thibault, électeur d'Emmanuel Macron, pouvez-vous nous dire comment vous, mais ça vaut pour l'un et l'autre, comment vous comptez lutter contre la fraude fiscale de grande ampleur mise en œuvre par de grands groupes français et étrangers? La fraude fiscale souvent chiffrée en dizaines de milliards d'euros, évidemment. Bernard Monod. Excellente question. C'est un sujet qui est sorti lors du scandale LuxLeaks mené par Monsieur Juncker après 20 ans de piraterie, ce que j'appelle ça de la piraterie fiscale, en faisant la concurrence déloyale, parce qu'il n'y a plus de protectionnisme aux frontières nationales, car avant l'Union européenne, il n'y avait pas une telle fraude, une telle optimisation par les grands groupes de la fiscalité. Ah bon, vous êtes sûr de ça? Absolument, bien entendu. Quand vous avez des frontières nationales et un système qui travaille dans l'intérêt général du pays, et l'économie nationale. Vous ne mettez pas de l'argent en Suisse avant? Je ne parle pas des Français, vous parlez des grandes entreprises, monsieur Cohen. Donc, les Français doivent savoir, depuis près de 20 ans, il y a 15 à 17 milliards d'euros qui ont été détournés des recettes fiscales françaises par les grandes entreprises, notamment une cinquantaine d'entreprises françaises. Plus, bien entendu, ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui font un sport national de faire de l'optimisation fiscale agressive avec le Luxembourg, avec l'Irlande. Donc ça, avec le patriotisme économique, toujours pas compris et Marine, ça ne se produira pas. Nous aurons des frontières nationales, nous aurons un État stratège qui mettra en œuvre les poursuites des entreprises qui sont on comprend pas précisément ce que vous proposez. Empêcher la fuite des capitaux. Écoutez, la régulation...
il nous reste une minute. Marc Ferracci en marche. Je vais quand même répondre avec une mesure précise parce que je comprends toujours pas ce que vous prévoyez pour lutter contre l'optimisation fiscale. Concrètement, s'agissant des GAFA, parce que c'est un vrai problème et c'est un problème qui est choquant du point de vue éthique, c'est un problème qui est très pénalisant du point de vue économique parce qu'une partie des recettes fiscales que réalisent les grands groupes de l'Internet que sont Amazon, que sont Google, échappent effectivement à notre fiscalité. Bien évidemment, dans le programme d'Emmanuel Macron, je le dis avec tranquillité et calme, il y a effectivement une mesure qui consiste à taxer ces grandes entreprises dans le pays de réalisation de leur chiffre d'affaires. Et ça, c'est un élément. Et ça, c'est un élément national, vous pourrez pas le faire. Mais si, évidemment, vous devriez étudier un petit peu le sujet. C'est pour ça que nous parlons. Bon, écoutez, je le connais, je l'ai pratiqué. J'étais à la commission de taxes contre M. Juncker. Vous soutenez M. Juncker. Merci Marc Ferracci pour conseiller économique d'Emmanuel Macron. Merci Bernard Monod, député européen et conseiller économique de Marine Le Pen d'avoir participé à cet échange.